le nombre dans la vie quotidienne pour se repérer dans le temps et dans l'espace, et que ça pourrait bien aider l'enfant dyspraxique. Et puis aussi, c'est embêtant parce que ça ne va pas l'aider à comprendre le système numérique. Et ça, c'est le deuxième problème dont on va parler. Donc, dans notre système numérique, qui est un système de position, c'est la place du chiffre dans le nombre qui va déterminer sa valeur. Par exemple, dans le nombre 343, le 3 qui est tout à gauche et le 3 qui est tout à droite n'ont pas du tout la même valeur et ça peut faire des grosses erreurs. Et pour l'enfant dyspraxique, tout est désorganisé parce que lui, il va écrire de droite à gauche, il peut écrire des chiffres à l'envers. Donc, du coup, il peut avoir des grosses difficultés pour comprendre déjà rien que le système. Donc, on comprend qu'il puisse avoir des difficultés pour comprendre la base 10, pour comprendre après le sens des grands nombres. Et puis, un petit peu plus tard, pour comprendre les fractions et comment on manipule les fractions. Et ensuite, il va avoir aussi du mal à comprendre le rôle et la place de la virgule. Il va avoir aussi du mal pour les opérations parce qu'il ne va pas forcément les poser bien soigneusement en colonne. Ça risque d'être un petit peu anarchique. Il peut mettre la virgule, la retenue, pas au bon endroit. Il peut oublier des éléments. Et puis, parfois, il peut aussi confondre des symboles qui sont complètement arbitraires et qui, pour lui, ne veulent rien dire. Par exemple, multiplier plus ou le moins avec le trait du égal. Et donc, du coup, le résultat va être faux. Et puis, ça, les autres l'ont déjà un petit peu dit, mais évidemment, il va avoir beaucoup de difficultés en géométrie et pour tout ce qui est la mesure. Parce qu'on a vu, il a du mal à apprécier les tailles et les distances. Il a du mal à utiliser les outils. Il a du mal avec les unités de mesure, qui pour lui ne veulent pas dire grand-chose. Et il a du mal aussi avec les tableaux de conversion. Donc, pour ce qui est de la rééducation, on va mettre l'accent sur le verbal et sur le sens, parce que c'est le point fort de l'enfant dyspraxique. Donc, voilà, on va automatiser le plus possible de choses en travaillant, par exemple, en apprenant par cœur, par exemple, les compléments à 10, les doubles ou les petits ajouts du quotidien comme 5 plus 3, 10 plus 10, des petits faits arithmétiques, comme les tables de multiplication ou les tables d'addition. On va aussi lui donner des outils pour que ça lui simplifie la tâche. Donc voilà, ça peut être du petit matériel, et puis des choses déjà faites comme des configurations de doigts déjà dessinées ou des petites quantités représentées sur des cartons. Ou alors des gabarits. Voilà, des gabarits comme ça pour faire les opérations en ayant un petit peu moins de risque de se tromper. On peut avoir des cases pour les retenues. Et puis on va aussi aménager les manuels scolaires, aménager les présentations et coloriser les unités, les dizaines et les centaines en choisissant des couleurs qui seront toujours les mêmes pour que l'enfant s'y retrouve et pour qu'il soit un petit peu conditionné. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole au psychologue. Bonjour, donc je suis Marie-Noëlle Lacour. Je vais vous parler de la partie la dyspraxie qui est un handicap qui est non visible. Et ce simple fait que ce soit un handicap non visible complique beaucoup la vie.
Donc, on va reprendre rapidement ce que vous avez déjà entendu. Donc, la dyspraxie, c'est penser les différentes séquences de chaque geste, faire appel à chaque représentation. Ça nécessite, c'est difficile, donc tout est lent, fatigant. La personne dyspraxique se perd dans le temps et dans l'espace. Donc, elle construit un monde flou qui n'est pas bien construit, justement. Et elle est mal adaptée à l'environnement, donc elle renonce, ou bien sinon il faut trouver un certain génie pour s'adapter à l'environnement. Donc, pour reprendre le flou des perceptions visuelles, je travaille dans un service qui s'occupe d'enfants qui ont des dyspraxies assez sévères. Et hier, une jeune fille me disait qu'elle avait très peur d'aller dans la récréation, parce que dans la récréation, elle entend du bruit partout, parce que dans la cour de récréation, c'est partout. Mais par contre, elle a beaucoup de mal à voir où sont les enfants. C'est-à-dire qu'elle a autant l'oreille marche bien, mais la vue, ça marche pas bien. Donc finalement, elle préfère ne pas aller en récréation. Tous les dyspraxiques s'appuient beaucoup plus sur l'entendu que sur le vu. Il y a d'autre part, notamment, l'orthoptiste nous parlait des troubles neurovisuels qui favorisent un petit peu toutes ces difficultés. Il n'y a pas d'automatisation rapide, il y a toujours une double tâche, c'est toujours fatigant. Et par contre, il y a des compétences qui sont à valoriser. On a vu avec le bilan psychologique que toute la partie verbale est une partie qui est très bien réussie. C'est en général des enfants très causants, très causeurs et qui n'arrêtent pas de parler. Par contre, ils sont très mal repérés dans l'espace. Donc il faudra absolument valoriser les compétences, favoriser les adaptations pour développer l'autonomie de l'enfant, puisque sinon il va toujours être dépendant des autres. Tout ça pour préserver l'estime personnelle et le préserver des difficultés relationnelles. Donc je reprends, c'est un handicap qui est non visible. Tout ça, je viens de vous le dire. Alors c'est source de malentendus pour tous les autres qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas pourquoi cette jeune fille dont je vous parlais voulait absolument pas aller à la récréation. Pourquoi il n'arrive pas à écrire, pourquoi toutes les difficultés qu'on a vues. C'est aussi compliqué pour la personne dyspraxique parce qu'elle prend des repères spatiaux, visuels très flous. Elle a aussi des repères temporels qui sont aussi assez flous. Donc c'est un peu compliqué de savoir où on est, où on va et ce qu'on fait. Et il y a une maladresse, des troubles de la coordination et de l'équilibre et la fatigue. Et donc, on peut imaginer que facilement, il y a des difficultés relationnelles. La psyché, notre sentiment d'identité se fonde sur l'expérience corporelle. Pour la personne dyspraxique, toutes les aberrations perceptives font qu'elle n'arrive pas à se créer des images qui soient assez stables, assez fixes de l'environnement. On a parlé tout à l'heure des difficultés pour compter, par exemple. Il n'y a pas de permanence du nombre, puisque à chaque fois que l'enfant recompte, il va trouver un nouveau nombre, une nouvelle quantité. Donc la difficulté, ça va être pour le jeune, pour la personne dyspraxique, de bien trouver un ancrage dans la réalité, un ancrage qui soit partageable avec les autres. Alors tout, dans la construction de la réalité, tout ne dépend pas des sens, mais quand même une partie importante. Il perçoit par le langage des autres, très souvent. Pour un enfant, une personne dyspraxique, il vaut mieux plutôt dire où est la chose plutôt que la montrer. Il vaut mieux un GPS qui parle plutôt qu'une carte routière. Donc, la personne perçoit le monde par le langage des autres. Ce qui fait aussi parfois une difficulté à comprendre l'implicite, puisque
il n'y a pas le recul qui est donné par la vision. Il y a un seul mode d'entrée, donc tout ce qui est implicite parfois peut être compliqué. Alors, il faut les compensations, c'est que par rapport aux perceptions visuelles sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer, il faut accepter toutes les stratégies de contournement possibles. Il faut valoriser tous les points forts et donc il faut accepter aussi pour l'enfant de rester un petit peu, pour l'enfant, les parents et les professionnels et les enseignants, que l'enfant reste un peu hors norme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme tout le monde. Ce qui n'est pas toujours une affaire tout à fait simple. Je passe cette diapositive. En tout cas, il se construit avec un monde incertain et fluctuant, et ça réveille des angoisses primitives, ça réveille des angoisses de séparation, d'abandon, de persécution. Ce qui fait qu'assez souvent, ce jeune va développer possiblement des troubles de comportement, parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il ne comprend pas le monde, et tout ça génère vraiment des défenses psychiques importantes. La connaissance doit être partagée, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à comprendre comment le jeune perçoit le monde, on a du mal à être en relation avec lui. C'est un peu la même chose que percevoir comment toutes les pathologies neurologiques c'est difficile de se mettre dans la tête des autres. Parce que la connaissance doit être partagée et c'est la seule chose qui nous sécurise, c'est de savoir qu'on peut être compris par les autres. La prise de conscience de l'enfant, de ses troubles, est pas tout à fait évidente. Il faut une maturité de l'enfant pour qu'il réalise un petit peu ses difficultés. C'est une atteinte narcissique et ça le fragilise à un moment donné. Ceci étant, quand il réussit à bien prendre conscience de tout ça, ça l'arme pour rencontrer les autres. Donc l'accompagnement psychologique à travers tout ça sera, de mon point de vue, il est avec les parents dans un premier temps pour qu'ils puissent bien comprendre les troubles dans l'observation qu'ils ont de l'enfant. Parce que très souvent, l'annonce du diagnostic a un effet de sidération, ce qui fait que tout d'un coup, les parents ne comprennent plus rien. Il faut tout un temps pour digérer cette information, pour que ce que le médecin a pu dire corresponde, qu'on soit certain que ce que le médecin a pu dire corresponde vraiment à ce qu'on observe de l'enfant, ce qu'on connaît, ce qu'on voit tous les jours. Et ça nécessite toujours un travail psychique, c'est pas immédiat. Avec les enseignants, c'est difficile j'imagine, pour un enseignant. Moi, je vais assez souvent dans des équipes éducatives, dans différentes écoles de l'Essonne, et je vois des enseignants avec qui ont l'habitude et qui ont déjà rencontré ces difficultés, qui vont facilement adapter, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile de comprendre le trouble et l'intérêt des adaptations. On vous a parlé de la fatigue de l'enfant. Assez souvent, effectivement, comme disait le docteur Conti, on va dire il peut y arriver, il le fait déjà, donc je ne vois pas pourquoi il ne va pas réussir une deuxième fois. Enfin, l'accompagnement psychologique, de mon point de vue encore, c'est aussi avec l'enfant, c'est l'assurer qu'on peut partager sa compréhension du monde, c'est l'aider à expliciter ses spécificités et ses spécificités, ses points forts, ses points faibles, et pour lui permettre d'avoir des relations plus faciles avec les autres. Je passe la parole à ma collègue Julie D'Agostino.
Bonjour. Donc moi, je suis psychologue spécialisée dans le développement de la petite enfance à l'adolescence. Je reçois peu d'enfants dyspraxiques pour des suivis. Une fois le bilan réalisé, on les oriente vers d'autres professionnels pour les rééducations. Et finalement, c'est des enfants qu'on voit peu pour les soutiens, voilà, pour les soutiens psychologiques. Toutefois, ça ne signifie pas qu'ils n'en ont pas besoin. Je voudrais juste revenir sur ce que représente une journée d'école pour ces enfants-là. Donc on a beaucoup parlé de l'effet double tâche, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que quand vous demandez à un enfant de faire un travail, il faut savoir qu'en même temps, il faut qu'il s'organise, il faut qu'il prenne son crayon, il faut qu'il écrive, et puis il faut qu'il pense au travail qu'il doit faire en plus. Donc ça génère une très très grande fatigue. Donc déjà ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'ils sont très régulièrement mis en difficulté à l'école, ce qui engendre une mésestime d'eux, une perte de confiance, alors qu'ils ont des très bonnes compétences intellectuelles, ce sont des enfants intelligents. Et puis aussi lors des jeux de récréation. Par exemple, pour ces enfants, ça va être compliqué de jouer, participer aux jeux de chat, aux éperviers, lorsque les groupes de sport, avec les équipiers décident de leur équipe, ils ne sont pas forcément choisis. En tous les cas, c'est le petit dernier qui reste. Donc tout ça, ça fait que la journée d'école n'est pas forcément quelque chose qui est bien vécu. Et puis après cette journée d'école, on demande à l'enfant de faire l'effort des devoirs. On demande à l'enfant d'aller en rééducation. Donc moi déjà je voulais tirer mon chapeau à ces enfants. Je trouve qu'ils sont très courageux. Et ils sont très souvent conciliants et coopérants. Je trouve ça formidable. Donc l'entourage, c'est très important que cet entourage soit très encourageant et vraiment très au fait des difficultés de l'enfant. Gardez à l'esprit que ce qu'on lui demande là, ça lui demande un énorme effort. Donc, pas lui en demander trop. Ne pas lui en demander toujours plus. Lui permettre de souffler. C'est-à-dire qu'il y a des moments où non, on ne travaille pas, on ne rééduque pas, on fait du plaisir et que du plaisir. Ça va lui permettre de vivre des moments, des situations de réussite en lui proposant des activités au sein desquelles il sera à l'aise et performant. Voilà. Ça, c'est vraiment très important pour la construction de l'image de soi. Et les parents posent souvent, alors pas forcément pour les enfants dyspraxiques que je vois peu en suivi, mais pour d'autres troubles, les temps de loisirs. Est-ce que, qu'est-ce qui peut l'aider au mieux? Moi, je réponds, je ne sais pas si chacun sera d'accord avec moi, mais que les temps de loisirs, ce sont des temps de plaisir, parce que ça s'appelle des loisirs. Et donc, c'est des moments de partage, c'est des moments où on offre à l'enfant la possibilité d'exprimer aussi ses compétences. Voilà. Donc, pour conclure, c'est important d'aider l'enfant de ne pas se construire qu'au travers de ses difficultés, mais aussi en fonction de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils connaissent. Voilà. Juste une dernière information. Je disais que c'est très important de comprendre les difficultés des enfants. Je voulais insister sur le fait que le dernier numéro de la revue Déclic, que je vous conseille, s'appelle « Formez-vous sans vous ruiner ». Donc c'est à l'usage des parents, d'enfants différents, et dedans il y a plein de bonnes adresses pour comprendre et avoir des réponses à vos questions. Donc, après ce grand tour, vous avez vu, chacun à sa place. Bien évidemment, il faut bien savoir que chaque enfant est différent et qu'ils n'ont pas besoin de tout et qu'ils n'ont fort heureusement pas tous les troubles forcément en même temps, mais souvent un petit peu de chaque chose et une plainte beaucoup plus importante. Donc, l'essentiel, c'est les adaptations scolaires et la compréhension de l'entourage, comme on l'a déjà dit. Donc en gros, un enfant dyspraxique, il pourra suivre une scolarité normale, mais avec des si, avec pas mal de conditions qui sont vraiment essentielles. Déjà, s'il a des adaptations scolaires, on va en reparler tout de suite. Alors, quel que soit le type, on pourra dans la discussion voir ce que c'est qu'un PAP, un PPS, un GVASCO, une AVS, etc. Mais aussi, si les enseignants comprennent deux choses,
premièrement, que le retard graphique est important et durable, et que malgré un entraînement massif qui va les fatiguer au maximum, il n'aura jamais une écriture aussi rapide, aussi fluide et aussi performante qu'un enfant du même niveau scolaire. Or, l'essentiel, c'est quand même qu'il apprenne, qu'il prenne plaisir à l'école. Et donc, il ne faut pas que, surtout dans les petites classes, bien évidemment, il faut s'entraîner à écrire. Mais il ne faut pas faire des entraînements et être privé de récréation pour recopier la poésie, comme ça se voyait encore il y a quelques années. Ça se voit, j'espère, beaucoup moins. De façon à ne pas mettre un dégoût total de l'écriture, mais également de ce qu'on doit capter grâce à l'école, de ce qu'on doit apprendre. Et deuxièmement, que l'enseignant comprenne bien ce que c'est qu'une double tâche. J'espère que vous avez compris le mot double tâche. C'est un mot crucial pour les dyspraxiques. Il est épuisé puisqu'il n'a pas automatisé son écriture. Donc, à condition que l'oral soit privilégié, même pour des évaluations, à condition que l'enseignant reconnaisse les connaissances, le potentiel de cet enfant et que son potentiel, ses connaissances soient valorisées par... Il a un bon langage, il a un bon raisonnement logique. Et enfin, on vient de le dire avec les psychologues, à condition aussi que l'enfant s'accepte avec ses difficultés et qu'il apprenne à les gérer sans les dramatiser. Donc, pour les adaptations scolaires, on met en place... les différents professionnels médicaux et paramédicaux vont écrire à l'école et aux médecins scolaires en disant ses points forts et son trouble, et de façon à essayer de trouver des adaptations. Alors, donc on vient de dresser un tableau assez difficile. Il faut quand même dire quelque chose de très important, c'est que la plupart du temps, ces enfants vont compenser. Le fait d'avoir des difficultés dans un domaine vont l'amener à être surcompétent dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine du langage. Et on va s'appuyer sur ça, on va s'appuyer sur ses forces. Cet enfant a des forces, il faut le dire, il faut le faire savoir, il faut que l'école s'en saisisse. Donc on va l'amener à verbaliser au maximum, à faire passer les apprentissages par la verbalisation, d'où l'importance qu'il puisse recevoir des explications à l'oral, d'où l'importance aussi de ne pas s'appuyer sur des évaluations uniquement à l'écrit, où on puisse... L'important est de savoir est-ce qu'il a acquis. S'il a acquis, on peut le savoir aussi au niveau verbal. Il ne faut pas que cet enfant arrive à être dégoûté, il ne faut pas qu'il décroche, il a le droit d'avoir une scolarité normale, donc il faut absolument renforcer positivement ce qu'il fait, ses efforts, les reconnaître, les voir, de façon à rester dans une dynamique positive. Donc si on reprend un petit peu les difficultés qu'on a tous mises en évidence, c'est un enfant qui a des difficultés pour diviser son attention sur plusieurs tâches, dans le sens où elles ne sont pas automatisées. C'est un enfant qui a du mal à s'organiser dans sa journée, dans une tâche, et du coup à planifier son temps et son travail. C'est un enfant qui présente une dysgraphie plus ou moins sévère. C'est un enfant qui présente un trouble du repérage spatial qui peut entraîner des confusions de lettres. Et c'est un enfant qui se décourage très vite face à des tâches qui lui sont demandées à répétition et où il sait que de toute façon il est en difficulté là-dessus. Donc voilà, il manque de confiance en lui. Et c'est un enfant qui est maladroit dans tous ses mouvements globaux et fins. Donc concrètement, comment on peut aider ces enfants en classe? C'est ce qui nous intéresse également.
Donc pour tout ce qui est problème visuel au niveau des saccades et de la fixation, déjà on propose un positionnement dans la classe devant et face au tableau pour améliorer cette vision. On propose également du temps supplémentaire pour réaliser les contrôles notamment, des photocopies de cours ou un support du moins dactylographié. On essaye au maximum de limiter la demande de production écrite, que ce soit en classe et à la maison. Donc on réduit les devoirs et on demande à ce que ce soit les notions importantes qui soient apprises, auxquelles on doit se tenir. On adapte donc la présentation de cours, donc on aère les supports, on propose également des exercices à trous, des QCM, on adapte donc les évaluations. Et on propose également donc, du matériel adapté qui peut être aussi en double pour favoriser cette organisation qui est difficile pour eux. Donc un qui est proposé à l'école et un qui garde à la maison. Et il faut être aussi tolérant pour tout ce qui est compliqué pour eux, donc tout ce qui est activités sportives, arts plastiques, parce que ça demande donc, des notions graphiques qui sont compliquées pour eux. Et voilà. Voilà, donc après ce grand tour d'horizon, je pense que c'est... On va pouvoir peut-être discuter, ça me paraît essentiel. On a remis là, et je vais le mettre à tourner, comme ça vous voyez un peu ce qu'on a dit pour les adaptations scolaires. Et on peut, je propose qu'on puisse discuter un petit peu et répondre aux questions que vous avez. Alors, je vais juste prendre la parole 2 minutes pour un appel personnel, parce que je sais que ça c'est le moment où ceux qui ont les enfants qui sont à la maison vont se dépêcher de partir. Dans ma deuxième vie, j'ai une casquette de chercheuse et vous avez vu que nous nous appuyons sur des nombreux tests qui ont été normalisés dans le public. Et donc, ces tests vieillissent, il faut en permanence les renouveler et pour qu'ils collent au développement des neurosciences actuelles. Et donc, c'est ce que je fais en collaboration avec l'Université d'Orsay, le CNRS. On est en train de développer un nouveau test. Et nous avons besoin de personnes volontaires pour le passer, de façon à ce qu'on sache quels sont les chiffres normaux de ce test dans la population générale. Alors bien sûr, on a déjà mis tous les étudiants d'Orsay à contribution, mais on a une population qui n'est pas assez diversifiée. Et donc, demain matin, à mon cabinet, il y a une séance de passation. C'est entièrement basé sur le volontariat, parce que sur ce petit protocole de recherche, nous n'avons pas eu de financement. Donc si vous avez du temps à donner, c'est 10 minutes, si vous voulez venir passer un test pour qu'on puisse savoir quels sont les chiffres normaux dans la population, ça servira sans doute plus tard aux autres, aux personnes avec des handicaps, peut-être aux enfants. Merci, donc venez avec vos familles, vos grands-parents, parce que je n'ai pas assez de personnes âgées. Donc je laisse maintenant la parole circuler pour les questions dans l'Assemblée. On va faire passer le micro dans la salle. C'est affiché à l'extérieur avec un petit panneau, il y a ma carte avec des indications. C'est à Bure-sur-Yvette. C'est à Bure. Bonjour et merci déjà pour cette conférence. Je voulais vous poser la question en fait. Au démarrage de la conférence, donc, vous avez parlé de la dyspraxie comme un trouble isolé et que vous ne parleriez pas en fait de la dyspraxie dans les troubles du spectre autistique. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait une différence dans la prise en charge des dyspraxies isolées et des dyspraxies qu'on retrouve chez les enfants autistes. Alors, on peut peut-être donner la différence. Bon, bah, c'est pas du tout le même diagnostic, même si, effectivement, il peut y avoir des troubles praxiques chez un enfant qui a un trouble envahissant du développement. Et inversement, on vous a montré que certains enfants dyspraxiques ont un tel manque de confiance en eux très tôt, dès l'âge de 2-3 ans, surtout 3 ans, dès l'entrée à la maternelle, où ils se comparent aux autres, ils sentent bien la différence. Donc ils ont certains des difficultés de construction de l'image de soi qui peut être vraiment très importante, donnant l'impression, avec son isolement et son inhibition,
de troubles de la communication. Et je verrai plus en diagnostic différentiel entre deux choses qui sont différentes. C'est pour ça que c'est important. Par contre, rien n'empêche d'avoir des comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire être dyspraxique et avoir un TSA, un trouble du spectre autistique. Les prises en charge, je peux passer la parole aux ergots, par exemple, mais je pense que chaque enfant a des besoins spécifiques. Et si un enfant qui a un TSA, un trouble du spectre autistique, et des difficultés dans la motricité, il va pouvoir avoir le même type de rééducation. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois c'est bien de poser un diagnostic, parce qu'on sait où on va, on sait quel est le pronostic, on sait quels sont les points forts, les points faibles, sur quoi on peut s'appuyer, etc. Mais un enfant, c'est un continuum, il n'y en a pas un qui soit le même que son voisin, il n'y a pas un cas de figure qui soit identique à l'autre, et donc les enfants ont des besoins particuliers, et donc après, les rééducateurs vont trouver quels sont ces besoins et faire la prise en charge adaptée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que vous pensiez, vous attendiez. Merci. Dans toutes les descriptions que vous avez pu faire en fait, des patients dyspraxiques, en fait, je retrouve énormément des choses très similaires en fait, avec les enfants autistes que moi je connais. Je connais les enfants autistes, je ne connais pas particulièrement la dyspraxie. Par contre, je sais que les enfants dont je m'occupe ont vraiment des gros troubles de la coordination, ont des troubles. Et les professionnels avec qui je travaille, il y a des psychomotriciennes, il y a des orthophonistes, toute l'équipe. Et l'orthoptiste, par contre, je ne connaissais pas. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, c'est très très important. Et du coup, je pense que... Par contre, voilà, par exemple, après... un enfant autiste peut avoir des troubles du regard, alors je peux regarder plus nos orthoptistes, mais le mécanisme est différent. Hein. Il n'a pas forcément un trouble neurovisuel. Mais de toute façon, il faut faire des évaluations. Et s'il a un besoin d'ergothérapie, en psychomotricité, les enfants autistes en ont besoin. Hein. Mais je peux passer plutôt la parole à nos rééducateurs. Hein, même nos rééducateurs qui sont dans la salle, s'ils voient des enfants autistes et dyspraxiques en tant qu'orthoptistes. Alors, parce qu'en plus de mon cabinet libéral, j'ai aussi une intervention dans un centre de rééducation pour tout petit. Je ne sais pas si le problème est le même en fait. Est-ce que pour l'enfant autiste, la difficulté c'est de comprendre ce qu'on lui demande, de comprendre... Voilà, peut-être qu'il y a ce problème-là qui se surajoute plutôt que j'ai compris mais je ne sais pas comment faire. Il y a, mesdames les orthoptistes, c'est une question intéressante parce que est-ce que les enfants autistes ont des troubles neurovisuels de façon fréquente? Je dirais oui, mais je partirais du principe qu'à la base, l'enfant autiste a une difficulté de communication. Donc du coup, il va avoir du mal à mettre en place une fixation, et donc l'orientation du regard, et donc, à la suite de tout ça, l'organisation du geste qui va entraîner tous ces troubles et ces difficultés motrices. Quoi. Voilà. Mais c'est à la base le trouble envahissant qui fait qu'il n'y a pas une mobilisation du regard, etc. Et c'est vrai que, moi j'en ai en rééducation, et la première des choses, c'est de mettre en place cette fixation et ce maintien du regard, pour pouvoir entrer dans la communication et ensuite mettre en place des choses derrière. Mais oui, du coup, on a des... Mais c'est la conséquence du trouble envahissant. Le mécanisme développemental et le mécanisme qui sous-tend le trouble est différent. Par contre, après, les conséquences et la gêne et la plainte vont des fois être proches. C'est pour ça que du coup, en rééducation, nous, on agit sur le symptôme et ce pourquoi le patient vient. Et donc, du coup, ça peut être similaire, même si à la base, le diagnostic n'est pas le même. D'autres questions ?